Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Depuis que des jeunes soldats sont venus poliment prier l'ex-président malien de la transition Bah Ndao et son premier ministre Mokhtar Ouane de les accompagner à la garnison de Kati pour leur expliquer pourquoi ils se permettaient de poser des actes contraires à la charte de la transition, on voit un Emmanuel Macron rageur s'agiter encore plus que d'habitude. Après avoir vociféré sur les réseaux sociaux et dans les médias, il s'est attelé à instrumentaliser toutes les institutions à sa portée pour tenter d'intimider et de faire reculer le colonel Assimi Goïta, nouveau chef de l'État malien. Il ne s'en est même pas caché, il a transmis ses ordres au président africain. Et c'est ainsi que, dans un bel ensemble, la CEDEAO puis l'Union africaine, suivie de la francophonie, ont l'une après l'autre fait part de leur décision de suspendre le Mali de leurs organisations respectives, tandis que la Banque mondiale annonçait la suspension temporaire de ses opérations financières, donc de ses décaissements, au Mali. Le FMI devrait bientôt suivre. Quant à la BCEAO, elle ne saurait tarder à entrer dans la danse, sachant qu'elle est gérée directement par le Trésor public français. Ce que les médias occidentaux présentent comme un coup dur pour le pays sahélien est au contraire une opportunité sans pareille. Ces sanctions sont en effet une chance d'échapper aux griffes de la France-Afrique, car ces institutions travaillent pour les Occidentaux et non pour les Africains. Et quand je dis ça, ce n'est pas seulement une façon de parler, c'est factuel. Peut-être que certains parmi vous ne le savent pas, mais 73% du budget de l'Union africaine est financé par l'Union européenne, les États-Unis, la Chine et la Banque mondiale. 73%. Nous savons tous que c'est la main qui donne, qui commande. Vous voyez donc qui dirige vraiment cette organisation. L'agitation de M. Macron est gênante pour 4 raisons que je vais vous énumérer maintenant. Premièrement, Napoléon Bonaparte, dont Macron a célébré avec emphase le bicentenaire le mois passé, ainsi que le général Charles de Gaulle, présenté partout comme le libérateur de la France et le fondateur de la Ve République française, étaient tous les deux des putschistes. Donc la France s'arroge le droit de mettre ses propres putschistes sur un piédestal et d'embêter ceux des autres pays. On peut faire ça, Adama? Deuxièmement, un mois avant de gesticuler à propos du Mali, le même Macron a bondi dans son avion pour aller adouber Mahamat Déby, auteur du coup d'État au Tchad, qui a vu le président Idriss Déby Itno, devenu critique aléatoire de la France-Afrique, se faire assassiner dans des circonstances opaques. Alors que l'intérimaire malien est sereinement en train de boire son thé chez lui, à la maison, après avoir déposé sa démission. Aucune suspension d'aucune sorte de l'Union africaine, de la CEMAC, de la francophonie ou de la Banque mondiale n'a été prononcée contre le Tchad. Ce comportement bipolaire a naturellement contribué à complètement démagnétiser la parole de la France politique en Afrique. Troisièmement, la France oublie trop facilement que sa présence militaire au Mali est basée sur un simple courrier d'un chef d'État issu des suites d'un coup d'État. C'est en effet Diokounda Traoré, qui assure l'intérim après le putsch de Amadou Aya Sanogo, qui écrit au président français François Hollande le 10 janvier 2013 pour lui demander d'intervenir sans consulter le peuple malien, en catimini. Ou bien vous avez déjà vu la lettre là quelque part. C'est d'ailleurs parce que la légitimité du gouvernement d'alors était remise en question que Washington a refusé d'apporter une aide directe à l'armée malienne. Donc la présence de Barkhane au Mali est tout sauf légitime. Macron n'a donc aucune raison d'agiter le retrait de ses troupes comme une menace. C'est plutôt au Mali de demander à cette armée de squatteurs indélicats de dégager. Et c'est certainement parce qu'il sait que ce moment arrive inexorablement que Macron essaie de prendre les devants pour cacher sa honte avec ses simagrées. Quatrièmement, enfin, les mêmes qui s'offusquent de l'arrivée au pouvoir de Goïta sont ceux qui ne se sont jamais gênés pour mettre au même niveau l'État des pays africains et les rebelles qui les attaquent. Comme au commencement de la crise au Mali, quand la France a soutenu et protégé les sécessionnistes du MNLA, entre autres, ou avec la Côte d'Ivoire, où lors des négociations de Linas Marcoussis en 2003, la France a mis sur un pied d'égalité l'État dirigé par le gouvernement
gouvernement légal, légitime et issu des urnes de Laurent Gbagbo, avec la rébellion armée de Ouattara et Soro, ce qui a conduit Mamadou Coulibaly, alors président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, à claquer la porte de cette table ronde. Parlant de cela, je voudrais attirer l'attention de Assimi Goïta sur le fait qu'après le coup d'État du général Guéhi en décembre 1999, la Côte d'Ivoire avait elle aussi été punie par la communauté internationale. Eh bien, un des ministres qui a rejoint le gouvernement de transition mis en place pour remettre rapidement le pays sur la voie de la normalisation s'appelait Mamadou Coulibaly. Alors âgé de 43 ans, il avait pour mission, au portefeuille du budget, de trouver les fonds nécessaires pour organiser rapidement les élections présidentielles et législatives qui mettraient fin à l'intermède militaire. Confronté aux sanctions de la communauté internationale, il a pris le taureau par les cornes et comme un Woody, il a refusé de payer le service de la dette extérieure pour privilégier le paiement de la dette intérieure. Car c'est à l'intérieur du pays que ça chauffait et que pour arriver à calmer les choses, il fallait prioriser l'intérêt du peuple ivoirien. Les créanciers étrangers qui se sucrent suffisamment avec des taux d'intérêt exorbitants n'avaient qu'à attendre. Eh bien, le ciel ne lui est pas tombé sur la tête, la Côte d'Ivoire ne s'est pas effondrée et au contraire, il a pu non seulement trouver le financement sur fonds propres ivoiriens de l'élection présidentielle et des législatives, mais également du référendum qui les a précédés et le tout en moins d'1 an. Celui qui aime son pays, là, s'il veut, il peut. Donc, colonel, utilisez le temps mort, salvateur, que les nuisibles internationaux vous ont bien heureusement octroyé pour travailler à l'amélioration des conditions de vie du peuple malien et conclure des partenariats performants pour la sécurité du pays et de ses populations. Il y a longtemps que je le dis, chaque fois que la France refuse un visa Schengen à un Africain, c'est un pas de plus vers la rupture avec la France-Afrique. Car ça fait une personne de plus qui échappera à l'influence néfaste de ce pays mortifère pour l'Afrique. Car l'étudiant ou l'étudiante refoulé par Paris, mais accepté en Inde, en Chine, en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Ghana, en Russie, au Brésil, en Tunisie, peu importe, avancera dans la vie et se constituera un réseau purgé des références françaises. C'est exactement cela qui se passe au Mali. Voyez-vous, les soldats de Kati sont très décomplexés par rapport à la France. Et leur formation en Russie, aux États-Unis et au Cameroun, assez loin des usines de production de militaires à la solde de Paris, les y ont aidés. Ils causent avec leurs copains en Centrafrique et se rendent compte que là-bas, avec l'assistance de la Russie, les rebelles sont repoussés et matés. Alors qu'au Mali, depuis que la France y a déployé ses opérations Serval puis Barkhane, l'insécurité a gagné toute la sous-région et l'État a perdu 70% de son territoire. Je vous mets ici le lien d'une vidéo détaillée que j'ai faite à ce sujet. On peut donc comprendre que les soldats se soient un tantinet irrités quand Bandao, qu'ils sont allés soulever là-bas dans son village pour le mettre à la tête de la transition voulue par le peuple malien, s'est subitement transformé après 2 visites à Paris en toutou de Macron, faisant sauter du gouvernement 2 ministres des plus partisans d'un rapprochement avec la Russie dans le domaine militaire. Je vais vous expliquer quels sont les enjeux et pourquoi dégager Barkhane est crucial pour la paix dans la zone, mais également en Afrique en général. Les djihadistes de l'Ouest africain jusqu'aux Janjaweed du Soudan, Darfour, sont des miliciens arabes actifs dans le trafic de drogue qui est écoulé en Europe et d'êtres humains dans la piraterie et soutenus par certaines autorités politiques locales et internationales pour terroriser les populations non arabes de la région, les migrants vers l'Europe et contrôler certaines ressources. Ils sont dans la même logique que ceux qui ont détruit l'empire du Ghana, le royaume Soso, dont le chef le plus connu est Soumaoro Kanté, et l'empire de Mali, qui a existé de 1240 à 1645 et qui fut l'empire le plus puissant et le plus riche de l'histoire africaine, dont le roi fondateur est Soundiata Keita, le vainqueur de Soumaoro Kanté lors de la bataille de Kirina, et dont le 10e roi, Kankan Moussa,
est connu comme l'homme le plus riche de l'histoire et qui a fait un pèlerinage à la Mecque tellement fastueux qu'il a attisé la convoitise des gens et causé une crise économique. Les mouvements djihadistes sont les survivances des 10 siècles d'esclavage des Noirs africains par les arabo-musulmans. Ils ne sont pas vraiment combattus en Afrique, ils sont même encouragés et financés par des pays étrangers, notamment les ex-puissances coloniales, et ils bénéficient, en plus des négligences des États locaux défaillants, qui ne font pas leur job parce que leurs animateurs sont trop occupés à se remplir les poches et celles des membres de leur clan. Ils bénéficient donc aussi de populations léthargiques et ignorantes, spectatrices de leur propre vie. Une fois que vous avez compris cela, vous comprendrez aussi très rapidement pourquoi la France ne sera jamais l'acteur de la paix au Mali. Elle ne va jamais défaire de la main droite ce qu'elle a tissé patiemment et soigneusement de la main gauche. Leur plan est simple. Quand vous regardez la carte de l'Afrique, vous vous rendrez compte que la zone dont je parle forme une bande horizontale qui balafre le continent de l'ouest à l'est. Et d'ailleurs, la seule interruption qui pourrait survenir dans la continuité de cet axe du mal, c'est le combat victorieux de Buhari et Déby contre Boko Haram. Et que se passe-t-il? Déby se fait opportunément tuer, alors que l'État islamique annonce la mort par suicide du chef de Boko Haram, Shekau, tandis que l'Europe soutient les sécessionnistes biafrais pour perturber la gouvernance Buhari. Comme le disait un de mes followers sur Twitter, les vrais terroristes, ce sont les Occidentaux et plus particulièrement la France. Les djihadistes ne sont que leurs auxiliaires. Et la collaboration avec les forces russes ayant permis d'infliger une déroute à l'armée française et à ses supplétifs locaux en Centrafrique, il est plus que légitime que le nouveau gouvernement malien envisage et négocie de nouvelles alliances pour mettre fin au carnage au Sahel que le pompier pyromane français commandite avant de venir verser des larmes de crocodile comme la ministre des Armées Florence Parly vient de le faire à propos des 140 tués à Solane au Burkina Faso. Yako ou famille. Il y a 42 ans, le 4 juin 1979, un jeune capitaine de l'armée de l'air ghanéenne réussissait son premier coup d'État qui changea radicalement la destinée du Ghana. Il s'appelait Jerry John Rawlings, resta 20 ans au pouvoir et propulsa irrévocablement le pays vers le progrès et la stabilité. Vous n'est pas vous. Il y a des putschistes qui font des coups d'État pour servir les intérêts de la France et de l'Occident, et il y a ceux qui y ont recours pour améliorer les choses pour leur peuple. Qu'on laisse Goïta et son équipe faire leur travail. On les jugera au pied du mur. Ils ont bien commencé, le nouveau chef de l'État annonçant dès sa prestation de serment qu'il renonçait aux 2/3 des 150 millions de francs CFA mensuels alloués au fonds de souveraineté du président de la République. Pour rappel, celui que le donneur de leçons et l'ordonnateur d'embargo contre le peuple malien Alassane Dramane Ouattara, sa femme et son clan se partagent goulûment depuis 10 ans en Côte d'Ivoire, est de 342 milliards de francs CFA par an, soit 28,5 milliards de francs CFA par mois. Pour contrer un étouffement de l'économie par la BCEAO, Goïta et ses hommes ont l'occasion de nationaliser immédiatement les mines du Mali, de sortir du franc CFA et de se débarrasser de l'armée française. Cela nécessitera naturellement de la rigueur, des efforts, du courage et du patriotisme. Mais il y a beaucoup de gens là-dehors qui sont prêts à les aider. La France ne pourra plus avoir recours à des opérations comme Persil dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Mais elle n'hésitera pas à commanditer des attentats en plein centre de Bamako pour tenter de faire regretter son départ à ceux qui ne veulent rien comprendre à sa mission meurtrière. Un dernier mot à Macron. Il serait temps qu'il cesse de sauter en l'air comme un gamin rageur. Ça enchante peut-être Brigitte ou Benalla, mais c'est d'un ennui et d'un ridicule affligeant pour le reste du monde. Qu'il démantèle son opération d'occupation du territoire et de pillage des ressources naturelles du Mali et du Sahel et qu'il dégage. On ne veut plus de la France en Afrique. À bientôt. Hello, my name is Nathalie Yamb. Since young soldiers politely asked the former president of the Malian transition, Bandao, and his prime minister Mokhtar Wan to accompany them to the Kati garrison and explain why they were acting contrary to the transition charter,
an angry Emmanuel Macron has become even more agitated than usual. In an attempt to intimidate and push back the new Malian head of state, Colonel Assimi Goïta, he passed his orders on to African presidents and international institutions. Mali must be sanctioned. And so, one after the other, the ECOWAS, the African Union, and the Francophonie announced their decision to suspend Mali from their respective organizations, while the World Bank announced the temporary suspension of its financial operations in the country. The IMF is expected to follow soon, and as for the West African Central Bank, BCEAO, it will soon enter the dance, knowing that it is managed directly by the French Trésor Public. Contrary to what the Western media portray as a major blow to the Sahelian country, the sanctions are rather a unique opportunity to escape the clutches of France-Afrique, because these institutions work for the Westerners and not for the Africans. And when I say it, it's not just a way of speaking, it's factual. Maybe you don't know it, but 73% of the African Union budget is funded by the European Union, the USA, China, and the World Bank. 73%. We all know the giving hand is in charge, so you see who is really running this organization. Mr. Macron's agitation is annoying for 4 reasons. First, Napoleon Bonaparte, whose bicentennial Macron celebrated last month, as well as Charles de Gaulle, presented everywhere as the liberator of France and the founder of the Fifth French Republic, were both putschists. How come France puts its own putschist on a pedestal and yells at those in other countries? A month before gesticulating about Mali, where the deposed president is serenely drinking his tea at home after having submitted his resignation, the same Macron jumped in his plane to go and endorse Mahama Deby, author of the coup in Chad, following the murder of Idriss Déby Itno, who had become a random critic of France-Afrique. This bipolar behavior obviously contributes to completely demagnetize the word of political France in Africa. Third, France too easily forgets that its military presence in Mali is based on a simple letter from a head of state resulting from a coup. Diokounda Traoré, who was acting after the putsch of Amadou Aya Sanogo, wrote to the French President François Hollande on January 10, 2013, asking him to intervene without even consulting the Malian people. Because the legitimacy of that government was questionable, Washington even refused to provide direct aid to the Malian army. So Barkhane's presence in Mali is anything but legitimate. Last but not least, the same people who are offended by the coming to power of Goïta are those who have never been shy to put the African states and the rebels who attacked them at the same level, as it was the case at the beginning of the war in Mali, when France supported and protected the MNLA secessionists, or with Côte d'Ivoire, where during the negotiation of Linas Marcoussis in 2003, France put on an equal foot the state led by the elected legal and legitimate government of Gbagbo with the armed rebellion of Ouattara and Soro, which led the then Speaker of the National Assembly of Côte d'Ivoire, Mamadou Coulibaly, to slam the door of this round table. Speaking of this, I would like to draw Assimi Goïta's attention to the fact that after General Guéhi's coup d'etat in December 1999, Côte d'Ivoire was also sanctioned by the international community. Well, same Mamadou Coulibaly, who was finance minister at that time, decided to take the bull by the horns and refused to reimburse the external debt to favor the payment of the internal debt, because it was necessary to prioritize the interest of the Ivorian people. Foreign creditors who enjoyed sky-high interest rates for too long had to wait. Well, the sky didn't fall on his head. Côte d'Ivoire has not collapsed, and on the contrary, he was able to find Ivorian funds to finance not only the presidential and legislative elections, but also the referendum which preceded them, and all in less than a year. Nothing is impossible for a true patriot. Let me now explain what is at stake and why kicking Barkhane out of Africa is crucial for peace in the region and in Africa in general.
The jihadists of West Africa, all the way to the Janjaweeds from Sudan, Darfur, are Arab militiamen active in the trafficking of drug and human beings, piracy, and supported by some local and international political authorities to terrorize non-Arab population in the region, migrants to Europe, and control certain resources. They follow the footsteps of those who destroyed the Empire of Ghana, the Soso Kingdom, and the Empire of Mali. The jihadist movements are the remnants of 10 centuries of slavery of black Africans by Arab Muslims. They are not really fought in Africa. They are even encouraged and financed by foreign countries, in particular the ex-colonial powers, and they benefit, in addition to the negligence of failing local states, from lethargic and ignorant populations, bystanders of their own life. Once you understand this, you will also quickly understand why France will never be the actor for peace in Mali. She will never undo from her right hand what she has been patiently and carefully woven from her left hand. Their plan is simple. When you look at the map of Africa, you realize that the area I'm talking about forms a horizontal strip that scars the continent from west to east. The only interruption that could occur in the continuity of this axis of evil is the victorious fight of Buhari and Deby against Boko Haram. And what is going on? Deby is conveniently killed as the Islamic State announces the suicide of Boko Haram leader Shekau, while Europe supports Biafran secessionists to disrupt Buhari's government. The real terrorists are the West, and more particularly France. The jihadists are only their auxiliaries. Since the collaboration with the Russian forces has paid off and made it possible to defeat the French and their local auxiliaries in the Central African Republic, it is more than legitimate that the new Malian government should consider and negotiate new alliances to end the carnage in the Sahel that wouldn't be stopped by the French army for obvious reason. 42 years ago, on June 4th, 1979, a young captain of the Ghanaian Air Force succeeded in his first coup d'etat, which radically changed Ghana's destiny. His name was Jerry John Rawlings. He remained in power for 20 years and irrevocably propelled the country towards progress and stability. They are putschists who carry out coups to serve the interests of France and the West, and those who use them to improve things for their people. Let Goïta and his team do their job. Upon taking the oath, the new head of state announced that he was giving up 2/3 of the 150 million CFA francs per month allocated to the President of the Republic Sovereignty Fund. This is a good start. To counter a stifling of the economy by the West African Central Bank BCEAO, Goïta and his men have the opportunity to immediately nationalize the mines in Mali, get out of the CFA franc, and get rid of the French army. It will take rigor, effort, courage, and patriotism, but there are plenty of people out there who are ready to help them. On the other hand, it must be clear for everyone that if France will no longer come through with operations like Persil, which I talked about a few weeks ago, it will not hesitate to sponsor terrorist attacks in the center of Bamako as retaliation. As for Macron, it's about time he stops jumping in the air like a raging kid. It may enchant his wife, but it is boring and ridiculous to the rest of the world. He just needs to withdraw his occupying army plundering the natural resources of Mali and the Sahel. We no longer want France in Africa. Easy. See you soon.